descend les marches et qui va s'asseoir. Et on a aperçu tout à l'heure également l'épouse de François Fillon, qui est Pénélope, qui a pu s'exprimer, qui est britannique, enfin qui est galloise, si je ne me trompe pas, et qui a donc pu converser avec le Premier ministre britannique dans sa langue maternelle, dans leur langue maternelle. Olivier Vivorca? Oui, vous parliez des pertes. Je crois que ce qu'il faut bien souligner, c'est que le débarquement, le jour J lui-même, n'a pas été aussi coûteux que ce que l'on affirme. Vous avez en effet, au total, à peu près 10 000 pertes le jour J, blessés, morts, prisonniers de guerre, ce qui représente à peu près 2,8% des forces engagées. Or, l'état-major en attendait 7%. Il faut rappeler également que, hormis Omaha, toutes les plages sont prises à midi, et même Omaha la sanglante est prise le soir même. Donc le débarquement a été très bien mené. En revanche, c'est la campagne de Normandie, la bataille de Normandie qui a suivi, qui là a été terrible. Ce que je veux dire en d'autres termes, c'est que les pertes les plus élevées, hormis pour la première vague, ceux qui sortent des barges, les pertes les plus élevées, ce n'est pas le jour J, c'est la bataille de Normandie qui va suivre. Alors qu'on découvre sur ces images, on vient de voir Michelle Obama et Carla Sarkozy escorter des vétérans, ceux qui seront décorés tout à l'heure. Voilà la photo, Nicolas Sarkozy, Barack Obama, le prince Charles, le Premier ministre canadien Stephen Harper et le Premier ministre britannique Gordon Brown, escortés tous ensemble par le superintendant du cimetière américain de Colville-sur-Mer. Juste avant, quand les premiers ministres ont passé pour aller trouver de place, ils ont passé dans le jardin des disparus. Il y a 1557 noms sur le mur que les gens n'ont jamais trouvé. Et à partir de ça, aujourd'hui, quand on trouve un corps, parce qu'on le trouve toujours, si on puisse s'identifier, on met une petite étoile en bronze pour désigner qu'on l'a retrouvé, il était identifié. On retrouve encore des corps, Pierre Servant? Alors, on retrouve des restes d'uniformes, d'armes, parfois une plaque militaire qui permet... on en a retrouvé il y a quelques années d'Allemands, soldats allemands. Donc évidemment, les corps ont disparu, mais il y a encore ces restes qui sont enfouis. Et on retrouve les phénomènes de ces guerres modernes, avec beaucoup d'artillerie, de puissance de feu terrible, dans laquelle les soldats se trouvent broyés et disparus, et notamment ceux qui étaient dans les chars, qui se retrouvaient calcinés et dont on ne retrouvait rien. Alors là justement, cette image aussi, pour l'histoire, ce 6 juin 2009, les présidents français et américains, Nicolas Sarkozy et Barack Obama, et juste derrière eux, de gauche à droite sur votre écran, le prince Charles, le Premier ministre canadien Stephen Harper et le Premier ministre britannique Gordon Brown. Jane Dellinger, il se dirige où là? On a l'impression qu'il se dirige vers Omaha Beach. L'étape d'orientation qui surplombe. L'étape d'orientation. Et c'est le même chemin que le président Bush il a fait en 2002 avec Mme Bush. Qui les attend là sur le promontoire? Juste un vétéran, je pense. Un vétéran? Pas juste, pas le mot, mais un vétéran qui est là, est très important. C'est bien qu'il place les vétérans, certains vétérans, dans les places stratégiques, qu'ils puissent regarder ça. C'est la même place, la première place que M. Giscard d'Estaing, le président Carter. Ils ont fait ça, des belles photos juste devant. Et ça donne toute la plage d'Omaha en dessous. C'était absolument formidable. Sur ce promontoire, un peu, en tout cas sur cette avancée du cimetière de Colville qui surplombe. Sur cette table, ça vous donne le plan de la plage et ça vous donne la distance de là, de plusieurs ports en Angleterre. Avec la distance, ça explique un petit peu l'embarcation. Mais c'est très bien expliqué. Michelle Obama avec un vétéran. Juste derrière elle, Louis Sarkozy, le Benjamin des enfants de Nicolas Sarkozy. Olivier Vivorca? Oui, je voulais juste dire un mot sur le Premier ministre canadien, en rappelant quand même que le Canada a participé au débarquement, et en rappelant deux choses. La première, c'est que les soldats canadiens qui ont débarqué étaient des volontaires. Car si le service militaire a été imposé au Canada pendant la Seconde Guerre mondiale, le pouvoir canadien n'avait pas le droit d'obliger les gens à combattre sur un théâtre d'opération extérieur. Donc ce sont des volontaires.
Deuxième élément, et là c'est peut-être plus intéressant, ce ne sont pas les Canadiens français, contrairement à ce que l'on peut croire, qui ont été les plus volontaires pour combattre. Les Canadiens français, j'ai le regret de le rappeler, étaient plutôt pétainistes, ils n'étaient pas tellement gaullistes. Donc ce sont plus... Alors bien sûr, vous avez le régiment de la Chaudière ou autre, mais en gros les plus volontaires... Le régiment de la Chaudière ? Qui est donc un régiment francophone. Hein. Et donc les régiments les plus hardis et les plus volontaires ont été les régiments anglo-canadiens, hein, tout simplement parce que la Grande-Bretagne était dans la détresse et qu'il fallait aider la Grande-Bretagne et aider les États-Unis également à triompher du nazisme. La cérémonie devrait commencer d'une seconde à l'autre. Jane Dellinger, d'après vous, le vétéran qui est en train de s'adresser au président et au chef d'État et de gouvernement, qu'est-il en train de leur dire? Sûrement comme il appréciait la cérémonie, aussi comme ils sont bien accueillis ici en France. Et puis là, c'était leur journée d'express de remerciements. Ils sont tellement beaucoup d'émotions pour cette journée. C'est assez extraordinaire, hein, Pierre Servan, cette image de ces chefs d'État et de gouvernement impressionnés, hein, on dirait, qui font cercle autour de ce vétéran qui leur parle. Oui, je crois que bon, ce sont des chefs d'État et puis ce sont des hommes, et ils doivent aussi peut-être penser à leurs prédécesseurs, ceux qui étaient aux manettes politiques à l'époque, un Churchill, un Eisenhower qui était mourant, qui allait mourir quelque temps après. Je ne pense pas qu'il s'identifie à Staline qui avait d'autres perspectives en tête, mais quand on voit les responsabilités que portaient ces chefs d'État, De Gaulle qui devait parvenir à restaurer la souveraineté française dans le climat, et donc effectivement quand vous êtes là au contact de ceux qui ont vécu ces événements, ça a un impact énorme, qu'on soit président ou simple citoyen. Voilà une des images glamour aussi que l'on retiendra, Michelle Obama et Carla Bruni Sarkozy qui arrivent ensemble, qui distribuent des sourires aussi aux vétérans qu'elles croisent et qui vont prendre place dans cette assemblée pour assister à cette cérémonie de commémoration du 6 juin 1944. Ça y est, elles sont à leur place, avec à leur côté l'épouse du Premier ministre britannique Gordon Brown, Olivier Vivorca. Oui, je voulais juste rappeler, comme le faisait Pierre Servan, que le stress a été absolument terrible du côté des dirigeants alliés. Les dirigeants alliés ne sont absolument pas persuadés qu'ils vont gagner la bataille du débarquement. Ils ont préparé l'opération avec beaucoup de sérieux. Ils ont fait tout ce qu'il fallait pour qu'elle réussisse, mais ils ne sont absolument pas sûrs du succès. Quand on lit par exemple les mémoires du chef d'état-major britannique Alan Brooke, on voit qu'il est d'un pessimisme absolu. On sait également que l'envoi de parachutistes a provoqué un énorme débat, puisque certains chefs militaires américains pensaient qu'ils allaient au massacre. Et ce qu'il y a de fascinant, c'est la tension d'Eisenhower. Eisenhower, donc, la veille, il a tenu à assister au départ d'une division aéroportée. Il a attendu que tous les avions décollent, et dit-on, au moment où les derniers avions décollaient, il a pleuré. Il faut voir l'état de stress dans lequel Eisenhower est. C'est quelqu'un qui fume quand même 4 paquets de cigarettes par jour. Hein. Donc, un état de stress énorme. Et il est parti, et entre le moment où ces avions ont décollé et le moment où les troupes ont débarqué, ce qu'il a fait, c'est qu'il a rédigé la lettre où il annonçait l'échec du débarquement. Tellement il était... C'est-à-dire qu'il fallait bien préparer quelque chose si l'opération manquait, et c'est ce qu'il a fait dans ce moment, avant d'aller prendre 2-3 heures de repos et d'attendre les nouvelles du débarquement, c'est-à-dire des opérations qui commençaient en gros à 6 heures du matin. Et est-il vrai que Hitler, pendant ce temps-là, qui, selon l'histoire, je ne sais pas si c'est vrai, se serait couché très tard, la veille du débarquement, aurait écouté du Wagner très tard dans la nuit, etc. Quand il a été prévenu du débarquement, il aurait dit « ça y est, c'est fait ». Oui, il faut bien rappeler que les Allemands Hitler est plutôt soulagé à l'idée que le débarquement se produise, parce que si le débarquement se produit, cela veut dire qu'une hypothèque sera levée. Hitler pense qu'il va pouvoir rejeter les Alliés à la mer, et si les Alliés sont rejetés à la mer, ils ne pourront pas mener une nouvelle opération de débarquement avant 1 an, avant 2 ans. Donc cela veut dire que l'Allemagne nazie pourra rapatrier les divisions qui montent la garde à l'ouest, sur le front est, et définitivement battre la Russie, ou à défaut, conclure une paix blanche. Donc il n'y a aucune inquiétude de la part d'Adolf Hitler, qui par surcroît tient